de la raison pour laquelle je suis ici. Évidemment, au tout début de la crise, Brigitte m'avait fait un petit coucou en me disant est-ce que tu veux faire un petit mot pour les membres du regroupement pour les encourager? C'est vraiment difficile la première semaine. Alors, j'avais fait une petite capsule tout petite, je pense qu'elle a circulé. Puis après, ça m'a fait prendre conscience que, évidemment, j'avais un rôle à jouer au travers de ça. Puis, ben moi, comme beaucoup de monde, j'étais en confinement, même en quarantaine à ce moment-là, parce que je revenais de l'étranger pour un projet de recherche qui a été annulé. Alors, je voulais me rendre utile. Et puis, j'ai la chance, dans le cadre de mon travail, d'avoir une composante qu'on appelle le service aux collectivités. Donc, chez nous, c'est très valorisé et c'est pas juste valorisé de l'extérieur, c'est valorisé de l'interne. On veut s'impliquer avec les gens avec lesquels on travaille, avec les gens avec lesquels on fait de la recherche, on enseigne. Donc, au bout d'un certain temps, j'ai réoffert à Brigitte, quel serait votre besoin? De quoi auriez-vous besoin de notre part, de ma part comme professeur, comme chercheur à l'UQAM en petite enfance, mais aussi comme équipe de recherche qui avons des ressources puis qui vont vous fournir de l'information aux besoins ou quoi que ce soit. Donc, on a discuté, Brigitte et moi et l'équipe de conseillères pédagogiques qui accompagnent, en fait, qui vous accompagnent. Et on en est arrivé à faire un peu la liste de certains sujets que je vais aborder aujourd'hui. Donc, je veux d'abord vous dire que ce que je vais aborder, c'est vraiment une énumération de plusieurs aspects qui nous apparaissent liés au contexte dans le fond, l'accompagnement en période de crise. Et aussi, c'est vraiment dans une perspective de bienveillance et non pas d'injonction, puis de recommandations, de vous dire ce que vous devez faire, mais plutôt de donner une espèce d'aperçu de ce qui est recommandé, de ce qu'on connaît au niveau de la recherche qui peut venir soutenir dans un contexte comme celui-là. Alors, j'y vais. D'abord, je veux vous dire que je suis vraiment très impressionnée par le travail extraordinaire que vous faites, particulièrement les équipes de gestion, les DG, les conseillers pédagogiques. Je sais à quel point vous avez été sollicités dans ce travail d'accompagnement-là au cours des dernières semaines, puis je suis vraiment impressionnée de ce que vous faites comme travail. Comme je le disais déjà à d'autres, je suis vraiment votre fan numéro un, votre cheerleaders attitrée et j'aimerais vraiment, je suis vraiment fière en fait quand je vois tout ce que vous faites de notre beau réseau de la petite enfance puis de l'engagement que vous avez manifesté pour vos équipes, mais aussi surtout les enfants, les familles et l'accompagnement. Ici, évidemment, il ne faut pas comparer, mais si on compare avec d'autres réseaux, ben moi, je pense qu'on peut être particulièrement fier du réseau de la petite enfance. Évidemment, votre rôle comme leader, c'est un peu de diriger le vol, de diriger, tenir les troupes en forme pour passer au travers cette crise-là. Vous le faites de manière exemplaire, avec beaucoup de courage, mais aussi avec beaucoup de sensibilité. Et c'est sûr que dans une période de crise comme celle-là, surtout au début, on doit trier parmi les urgences pour aller à l'essentiel. Et on a malheureusement tendance parfois à s'oublier un peu au travers ce processus-là comme personne, parce que surtout quand on est leader, on pense aux autres en premier. Néanmoins, la crise est devenue chronique, ça s'installe, ça va s'étendre sur longtemps. Et il y a la perspective du déconfinement qui commence à générer du stress, mais qui va aussi s'ajouter à la fatigue et au stress qui a déjà été accumulé. Et on doit s'en occuper. Alors, quelles sont les composantes du stress qui sont liées à cette crise-là? Je voulais faire un petit retour par rapport au modèle du stress de Sonia Lupien, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle le CINE, qui aborde le contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté et la menace de l'ego comme étant des conditions qui amènent ou qui génèrent du stress chez la personne. Peut-être un petit rappel de ce qu'est le stress. En fait, le stress, ça provoque une réaction physiologique dans notre organisme qui injecte une forte dose d'hormones de stress, entre autres l'adrénaline, le cortisol, dans notre sang pour nous permettre de combattre ou de fuir un stresseur ou une situation que l'on perçoit comme stressante. Sonia Lupien utilise beaucoup l'image du mammouth en disant « ça, c'est un stresseur réel, c'est un danger réel. » Il y a aussi des dangers qui sont perçus, qui ne sont pas toujours réels, mais ça provoque la même réaction, donc la même injection d'adrénaline
qui fait qu'on est activé pour soit se combattre la situation ou fuir la situation. Quelles sont les composantes autour du stress à retenir, puis comment on peut l'illustrer? Si on regarde, puis on s'aperçoit en fait qu'on a vraiment une tempête parfaite au niveau du stress parce qu'on a toutes les composantes qui peuvent être stressantes dans la situation qu'on vit actuellement. D'abord, au niveau du contrôle. Le contrôle, ben, c'est avoir l'impression, la perte de contrôle, en fait, et fait qu'on a l'impression qu'on a peu ou pas de contrôle sur une situation. Par exemple, présentement, on n'a pas de contrôle sur la date du déconfinement. On ne sait pas combien de temps va durer le confinement. Donc, ça, c'est un manque de contrôle pour se préparer. Il y a aussi ce qu'on appelle l'imprévisibilité, c'est-à-dire un événement qui est inattendu ou le caractère imprévisible d'une situation. Donc, le moment du déconfinement peut être imprévisible, mais aussi tout ce qui est arrivé au début, tu sais, la mise en confinement, le déclenchement rapide des mesures de CPE d'urgence, c'est fait quand même de manière assez imprévisible. Et ça a généré aussi beaucoup de stress chez le personnel. Vous l'avez dit, beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur. Mais ça a généré du stress chez vous aussi parce que vous avez dû vous mobiliser, travailler à régler ça. La nouveauté aussi est une condition qui amène beaucoup, qui génère beaucoup de stress chez les gens. Donc, une situation nouvelle ou une nouveauté comme celle-là, travailler dans les nouvelles conditions, avec des nouvelles mesures d'urgence, avec des mesures d'hygiène qui sont particulièrement plus compliquées, plus lourdes à mettre en place. Quelqu'un me disait tantôt, travailler avec moins d'enfants, ça peut amener des avantages, mais ça peut amener aussi des inconvénients. Les journées sont plus longues, on doit apprendre à s'adapter à ça. Donc, tout ça, c'est des éléments de nouveauté qui génèrent aussi du stress. J'ajouterais aussi que des fois, le stress peut être généré par un événement positif, mais là, on parle d'événements qui sont un petit peu plus difficiles. Parce que ça peut être stressant aussi de se préparer à se marier ou de se préparer à attendre à l'accouchement. Ça, ce sont aussi des nouveautés, des situations nouvelles. La menace de l'ego, le dernier élément qui provoque du stress chez l'être humain, c'est la composante qui est souvent la moins bien comprise. On parle d'une situation où on a l'impression que nos compétences sont remises en doute ou que nous-mêmes, on remet nos compétences en doute. Donc, par exemple, devoir faire une capsule vidéo pour son groupe ou encore pas pouvoir revenir aider les autres, donner un coup de main parce qu'on a des problèmes de santé et se sentir mal de ça. Donc, tout ça peut fragiliser l'ego. Puis, évidemment, tous ces éléments-là ne provoquent pas le même niveau de stress chez les personnes. C'est variable en fonction de nos acquis, de nos forces, mais aussi de nos vulnérabilités. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, ce stress-là s'accumule avec le temps. Donc, c'est important au bout d'un certain temps, puis si on veut durer à long terme, parce que ça va être probablement plutôt un marathon qu'un sprint, cette situation-là, ça va s'étendre encore longtemps. Donc, c'est important de commencer à penser à vous, puis à prioriser du temps pour répondre à vos propres besoins. Comme un peu dans l'avion, en situation d'urgence, on recommande de mettre le masque d'oxygène à soi avant de le mettre aux autres. Bien, évidemment, ça prend de l'air pour soi pour en donner aux autres. Alors, à quoi on doit faire attention dans ces situations-là? Et quand le stress s'accumule et devient chronique, il y a des risques, il y a des risques que on devienne plutôt épuisé ou qu'on s'en aille vers l'épuisement professionnel. Donc, si on regarde certains modèles de l'épuisement professionnel que j'ai consultés, on parle généralement de 3 grandes composantes à surveiller qui peuvent nous donner des indices qu'on est en train de s'épuiser. Donc, la composante émotionnelle, la composante d'empathie, puis les composantes d'accomplissement. Je vais les présenter à tour de rôle. D'abord, la composante émotionnelle, mais c'est comment la personne perçoit le niveau d'exigence de son travail. Donc, soit en tant qu'éducatrice, que conseillère pédagogique, que DG d'installation, que directrice générale, on peut avoir l'impression que notre travail, on le connaît bien, on le maîtrise bien, puis le niveau d'exigence est correct par rapport à ce qu'on est capable de donner comme engagement, comme investissement. Mais dans des situations nouvelles, comme celles qu'on vit, le niveau d'exigence peut devenir plus important et plus on perçoit que le travail est trop exigeant pour nos capacités, plus on est à risque de tomber en épuisement professionnel.
Un autre élément dont il faut tenir compte, c'est la composante d'empathie. Donc, dans les modèles d'épuisement professionnel, on se rend compte que la perte d'empathie peut se caractériser par une baisse de considération positive pour les autres autour de nous. Donc, quand on commence à moins considérer positivement notre clientèle, ça peut être les patients, les collègues, les gens avec lesquels on travaille, ça veut dire que notre attitude commence à devenir un peu plus distante émotionnellement par rapport aux autres. Et ça, on peut l'observer aussi dans nos discours, les discours qu'on peut tenir. On est plus cynique, plus dépréciatif par rapport à notre travail, par rapport à notre entourage de travail. Et même, on peut développer ce qu'on appelle des espèces de comportements d'indifférence à l'égard des autres. Quand on est rendu qu'on a des pensées comme ça ou des comportements comme ça veut dire qu'on commence à être un petit peu trop fatigué de notre tâche, puis il faut voir à répondre à nos besoins davantage. Un autre élément qui est considéré par ailleurs comme une soupape ou un facteur de protection au niveau de l'épuisement professionnel, c'est ce qu'on appelle la composante d'accomplissement. Donc, ça, c'est ce qui assurera un équilibre en cas d'épuisement professionnel et surtout si on commence à être dans une situation de dépersonnalisation où on commence à avoir la composante d'empathie qui diminue. Si notre travail, on le juge qui est toujours épanouissant, qu'on croit ce qu'on fait, qu'on est fier de ce qu'on fait de notre groupe de travail, si on a un regard positif sur ce qu'on a réussi à faire dans la période actuelle, ça va nous protéger aussi de l'épuisement professionnel. Donc, à ce moment-là, valoriser des activités aussi de groupe qui favorisent aussi la solidarité à l'intérieur des gens, mais aussi qui permettent aux gens d'être fiers de ce qu'ils font, un peu comme tout ce qu'on voit dans les médias sociaux où les gens publient le travail qu'ils ont fait, les réalisations avec les enfants, avec les familles, bien, ça montre une grande fierté et cette fierté-là, elle est très légitime et ça contribue aussi à nous protéger de l'épuisement professionnel, soit individuellement ou collectivement. Dans les modèles que j'ai regardés au niveau du bien-être au travail, on nous parle beaucoup de l'importance de poser des actions pour nous-mêmes, pour nous protéger aussi de l'épuisement. Entre autres, on a parlé, j'ai découvert des textes qui parlaient beaucoup de l'importance de développer une certaine compassion envers soi. Donc, cette compassion-là, c'est une capacité, dans le fond, de se comporter positivement envers soi-même pour atténuer la souffrance qui est associée au stress ou aux difficultés qu'on rencontre. Donc, dans une situation difficile comme celle qu'on vit actuellement, on devrait essayer de faire preuve encore plus de compassion envers soi, puis ça devrait nous aider à passer au travers le défi et le stress associé au déconfinement, au confinement, mais aussi au déconfinement qui s'en vient. 3 aspects font partie de ce qu'on appelle la compassion envers soi. Il y a d'abord l'aspect de la pleine conscience. Donc, ce qu'on nous dit dans les écrits, c'est que pratiquer la pleine conscience, c'est-à-dire la pleine conscience, c'est accueillir le moment présent, voir les aspects positifs de la situation, un peu comme certaines l'ont dit, prendre le temps, prendre la distance aussi vis-à-vis de la situation, ça peut être très aidant. Et c'est par opposition à l'hypervigilance où on est un peu en situation de peur et de crainte à tout moment de différentes situations, comme un animal qui se promène dans le bois puis qui a peur de se faire attaquer ou qui est vigilant, voit ses oreilles monter parce qu'il a peur. Bien, quand on est en hypervigilance, on est contraire à la compassion envers soi parce qu'on n'a pas le temps de prendre la distance puis on n'a pas le temps d'être conscient de l'ensemble de la situation. On est trop focusé sur les peurs et sur les difficultés. La pratique de la bienveillance envers soi est l'autre action à prendre pour développer une compassion envers soi. La bienveillance, c'est vraiment d'avoir une attitude positive envers soi, une attitude de non-jugement envers soi, envers le fait qu'on a des défis, on n'est pas parfait, il y a des choses qui nous dérangent, il y a des choses qui se passent pas de la même façon pour nous que pour les autres et éviter de se juger dans ces situations-là va nous permettre aussi d'avoir moins de difficultés à passer à travers. Il y a certaines personnes
qui décident et qui ne se sentent pas capables d'aller travailler pour différentes raisons, parce qu'elles se sentent trop anxieuses, mais c'est important qu'elles pratiquent cette bienveillance envers elles-mêmes. Je le choisis et c'est pour moi que je le fais. Et je me juge pas plus faible que d'autres de faire ça, je m'accueille là-dedans. Donc, la bienveillance, c'est vraiment ça. Ensuite, le dernier élément qui favorise la compassion envers soi, c'est ce qu'on appelle se donner le droit à l'erreur face aux défis. Et puis, on en a beaucoup de défis actuellement dans le contexte. Vous avez dû vous adapter à plein de situations parce que ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé et ça va encore changer. Donc, se donner le droit à l'erreur et partager les erreurs qu'on fait avec les autres peut nous aider à développer aussi de la compassion envers nous. Parce que l'erreur, c'est légitime, puis c'est même bien de faire des erreurs parce que ça nous permet d'apprendre. Si on n'essaie jamais rien, c'est sûr qu'on ne fera jamais d'erreur. Donc, d'autant plus quand on est dans l'action, comme vous l'avez été, on va faire des erreurs, on en a fait, on en fera, et c'est mieux que de se retirer et de s'isoler et de ne pas partager avec les autres, parce que le retrait, l'isolement, ça génère encore plus de stress et de difficultés. Donc, les 3 composantes à retenir pour la compassion envers soi, pratiquer la pleine conscience, pratiquer la bienveillance et se donner le droit à l'erreur à travers tout ça. Maintenant, depuis le début de la crise, vous avez été en mode résolution de problèmes. Vous avez beaucoup travaillé à accueillir, à gérer l'anxiété. J'ai beaucoup entendu de l'accompagnement très bienveillant envers votre équipe. Vous avez fait du mieux pour aussi leur donner des tâches, les occuper pour celles qui sont à la maison. Vous leur avez envoyé des liens vers des formations. Pour certaines, c'est probablement quelque chose qui est bien attendu puis qu'elles sont contentes de recevoir parce que ça les occupe, surtout après 6 semaines où elles ont probablement le goût de se remettre dans l'action. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'en période de stress comme on vit actuellement, pour certaines, ça peut être difficile de se mettre en situation pour faire des nouveaux apprentissages parce que l'énergie est mobilisée pour survivre ou pour fuir. Donc, dans une situation comme ça, où les hormones de stress sont injectées souvent dans notre sang, puis ça peut fluctuer dans une journée, dans une semaine, ça peut aller bien, tout à coup, il y a une annonce du gouvernement, pouf, ça fait remonter l'anxiété, ça rebaisse. On voit ça sur les réseaux sociaux, là, actuellement, ça monte beaucoup au niveau de la peur associée au déconfinement. Donc, il ne faut pas oublier que ces hormones de stress-là, s'ils sont réinjectés dans notre sang, ça affecte beaucoup la mémoire. Et la mémoire, ben, c'est un des outils principaux pour faire des apprentissages. Donc, pour faire un apprentissage réussi, c'est-à-dire apprendre des nouveaux contenus, ça prend du temps pour s'y mettre. Ça prend du partage de connaissances. Ça prend des échanges dans des activités d'intégration, puis ça prend des périodes de pratique. Donc, pour l'heure, ces conditions-là sont peut-être pas tout à fait présentes, surtout quand on parle aussi que la mémoire doit entrer en fonction. Donc, pour certaines, ça risque d'être plus difficile que pour d'autres. Et je vois dans vos propos que vous en avez tenu compte, vous n'avez pas mis de pression, vous êtes allé en vous adaptant à chacune. Mais ça souligne aussi que dans une période comme celle-ci, on doit mettre plus d'accent sur le soutien émotionnel que sur le soutien à l'apprentissage. Tu sais, si on se réfère au modèle du CLASS que vous connaissez sûrement, il y a le domaine du soutien émotionnel, le domaine de l'organisation du groupe. Vous avez travaillé fort là-dessus, puis il y a le domaine du soutien à l'apprentissage. Bien, ça se peut qu'on doive travailler davantage le soutien émotionnel pour que les gens se sentent en sécurité affectivement autour de cette réalité-là et qu'on laisse un peu de côté le soutien à l'apprentissage temporairement pour y revenir peut-être plus tard. Les équipes sont encore en adaptation, puis une autre grosse période d'adaptation qui s'en vient avec le déconfinement. Donc, c'est un moment où on doit peut-être mettre la pédagogie entre parenthèses, puis se concentrer sur les besoins socio-émotionnels. Puis, un élément qui, moi, m'inquiète beaucoup plus pour le long terme, c'est la prévention de l'épuisement professionnel des équipes en général, des équipes de direction, mais aussi des équipes éducatives. Donc, le seuil de tolérance de certaines personnes est peut-être déjà dépassé. Il faut voir à ce moment-là les signes à surveiller que je vous ai mentionnés tout à l'heure dans les 3 grandes composantes là, de l'épuisement professionnel. Pour d'autres, c'est peut-être pas le cas. Donc,
c'est important, je pense, d'être à l'écoute de tout ça, comme vous dites que vous l'avez été là, au cours des dernières semaines. Puis ça, c'est vraiment une grande force de leader d'équipe, d'être capable d'évaluer les besoins puis de juger du niveau de défi de chacune des personnes qu'on accompagne. Un autre élément aussi que je voulais aborder, c'est le fait que dans des périodes de crise, parfois, pour certaines personnes qui vivent la crise de manière plus aiguë, c'est possible que certaines personnes dans les équipes perdent certains acquis récents, des acquis que vous aviez mis beaucoup de temps à accompagner, à diriger en termes de peut-être comme une pratique de communication, en termes d'apprentissage, en termes d'attitude. Quand on se retrouve dans une période de survie, ça se peut qu'on perde nos acquis puis qu'on revienne à notre éducation de base. Puis des fois, ben, on peut redevenir peut-être un petit peu plus rigide, un petit peu plus impatient. Donc, tous ces éléments-là peuvent aussi se transférer sur les relations dans l'équipe, mais aussi sur les relations avec les enfants. Peut-être pas tout de suite, mais peut-être à moyen terme puis à long terme. Donc, en conséquence, il faut peut-être un peu diminuer nos attentes envers nos équipes, envers les gens qu'on côtoie. Identifier aussi nos déceptions, si on en a, pour mieux les accompagner de manière bienveillante. Il y en a encore une fois plusieurs qui sont en état de survie et je pense que ça va se remanifester beaucoup dans les prochaines journées, les prochaines semaines avec ce qui va être annoncé pour le déconfinement. Dans ces contextes-là, les pressions à l'apprentissage et à la formation peuvent provoquer un certain sentiment d'incompétence pour certaines qui n'y arrivent pas et qui se comparent aux autres en se disant « mais comment ça, elle est capable de faire tous ces modules-là, puis moi, je ne suis pas capable de rien faire, je n'arrive pas à me concentrer. » Donc, l'ego se retrouve à être menacé à nouveau et là, on régénère encore du stress autour de ça. Donc, être conscient de ces réalités-là, ça peut être aidant. Donc, au final, puis j'ai beaucoup aimé ce que l'une d'entre vous a dit, elles ont besoin de temps, on a l'occasion, on a la possibilité actuellement de prendre le temps, il y a moins d'enfants, mais ce temps-là, on peut l'utiliser pour faire le point sur la situation, pour réfléchir à nos pratiques, pour identifier aussi ce qu'elles ont appris sur elles ou ce que vous avez appris sur vous et sur les autres dans cette situation-là. Donc, ça se peut que pour certaines, ce soit un temps de reconstruction après ou présentement, parce qu'elles ont découvert des choses sur elles qui les ont surpris ou qui les ont déstabilisées. Bref, elles ont besoin d'un accompagnement humain plutôt que pédagogique. Donc, il y a aussi la transition qui s'en vient. Donc, cette transition-là, il va falloir l'accompagner, hein, la préparer aussi. Donc, moi, je pense qu'on devra se préparer au déconfinement progressif comme on prépare une très grosse étape de changement dans la vie. On connaît la transition à l'école, on la prépare avec les enfants, mais il serait bien de penser à la préparer comme un passage important avec le personnel, avec l'équipe, nommer ce qui nous fait peur, donner beaucoup d'informations, comme l'une de vous l'a dit, je pense que c'est extrêmement important, mais ça va aussi préparer cette étape-là collectivement, ça va aussi permettre à tout le monde de se donner un peu plus de pouvoir d'agir, alors qu'actuellement, on ne sent pas qu'on en a beaucoup, donc avoir un petit peu plus de contrôle sur la situation puis faire diminuer le stress. Donc, au final, c'est un temps d'arrêt, hein, une occasion unique de revenir à l'essentiel, comme certaines l'ont dit. C'est peut-être un temps aussi de se demander collectivement qu'est-ce qu'on veut retenir de cette crise-là, qu'est-ce qu'on veut aussi éliminer de nos anciennes façons de faire. Est-ce qu'on a réalisé qu'il y a des éléments de nos stratégies qui étaient peut-être futiles dans une situation comme celle-là, mais peut-être qu'on veut en profiter aussi pour faire du ménage dans nos priorités. Bon, justement, au final, pour prendre soin de soi collectivement et revenir à l'essentiel. Alors voilà, c'est le message que je voulais vous transmettre. C'est sur un PowerPoint, donc ce PowerPoint-là va vous être transmis par Brigitte là, à la fin de la rencontre, puis vous pourrez le réutiliser comme bon vous semble, soit vous-même avec vos équipes de gestion ou même avec les équipes éducatives, parce que la vidéo va être aussi accessible. Alors, merci beaucoup.